mais simplement pouvoir jouer sur son beau LCD du salon avec une console plus ou moins ancienne. On va voir que tout ça, ça fait intervenir des notions diverses. Donc on va commencer par parler un petit peu de format vidéo. Alors ça va être technique, mais pas trop. Je veux pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il ne s'agit pas d'être soporifique non plus. Mais on va parler des formats vidéo, autant du câblage que des formats en eux-mêmes, des problématiques de définition, de résolution. On va parler d'upscaling, c'est ce qui consiste à augmenter la dimension d'une image. Donc là on est typiquement dans j'ai une console, j'ai une NES et je veux y jouer sur mon LCD, j'ai essayé de brancher la Péritel directement et c'est dégueulasse, à base c'est pas possible. Ensuite on va parler des captures, comment on fait, c'est là où on est sur la partie c'est cher principalement, et enfin un petit peu en fin de présentation on va parler de diffusion, les formats vidéo. Donc il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte, c'est la résolution ou la définition, ce sont deux notions un peu différentes. Le format de transmission, c'est en gros c'est le câble, qu'est-ce qu'on utilise comme câble et qu'est-ce qu'on peut faire passer dedans, et le format du signal, c'est justement ce qu'on fait passer dans le câble, la nature du signal en lui-même. Donc résolution ou définition, ça c'est un petit aperçu de tout ce qui existe en termes de normes de résolution, que ce soit pour l'informatique, pour la vidéo, pour la télévision. On voit peut-être en haut, avec une petite croix devant bizarre, le PAL, qui est donc notre format, notre grand standard télévision devant l'éternel, et ce depuis des années. Et vous les avez donc à l'échelle, c'est une petite truc qui nous vient de Wikipédia. Vous avez les formats à l'échelle. Donc si vous prenez le PAL, si vous prenez le HD 1080, qu'on voit un petit peu plus à droite, on se rend tout de suite compte que ce vide, il va falloir le combler si on veut avoir une image convenable, correcte. Donc le PAL, c'est 1024 par 576. 576, c'est le nombre de lignes affichées. On va réduire cette information-là à nombre de pixels en largeur par nombre de pixels en hauteur. Et d'une manière générale, dans les formats vidéo, aujourd'hui par exemple on parle de 720 ou de 1080, plutôt que de donner les deux chiffres, on donne simplement le chiffre en hauteur, c'est-à-dire le nombre de lignes affichées. Et après c'est le rapport de format, donc 4 tiers, 16 neuvième, 16 dixième, qui va nous donner le rapport en largeur. Les consoles rétro, pour la plupart, on sort une image en 240 lignes de hauteur, 240p, le P c'est pour progressif. C'est par opposition à la lettre I qu'on trouve parfois accolée au chiffre de la définition. Le P du progressif, ça veut donc dire que l'ensemble des lignes sont calculées les unes à la suite des autres. Le I du entrelacé, en gros, signifie que les lignes sont calculées pour moitié, c'est-à-dire qu'à chaque passage, c'est quelque chose qui vient beaucoup du tube cathodique. C'est qu'un tube cathodique, c'est en gros un rayon qui projette un signal, qui le calcule. En gros, je vous fais dans votre sens, d'en haut à gauche, ligne par ligne, comme ceci. Voilà. Et on a, suite à ces notions-là, les fréquences de rafraîchissement qui sont la vitesse, la fréquence à laquelle cette image est rafraîchie, recalculée. Sur du progressif, on calcule ligne à ligne, et sur de l'entrelacé, on va calculer sur un tour les lignes, mettons impaires, et sur le tour suivant, les lignes paires. C'est-à-dire que vous avez, à chaque fois que l'image est recalculée, vous avez un coup la moitié de l'image, un coup l'autre moitié de l'image. D'où un effet qu'on peut avoir d'entrelacement, tout simplement, c'est-à-dire un effet justement que l'image est éventuellement un peu brouillon. C'est quelque chose qui est censé ne pas se voir à l'œil, évidemment, ça se voit quand même. Donc, nos consoles rétro, on va dire la génération 8-16 bits, voire avant, nous sortent du 240 lignes de hauteur. C'est très bien. Nos télévisions, même de l'époque, dans le cas du NTSC, donc chez les Américains, affichent généralement 480 lignes de hauteur en progressif, et les PAL 576 lignes de hauteur en progressif. Il en manque, évidemment. Et c'est pour ça que ça fait des scanlines. C'est pas très clair là, mais je pense qu'on voit un petit peu. On a sur l'image de gauche le 240p, l'image native, affichée à sa résolution telle qu'elle est sortie par la console, et on a sur l'image de droite
l'équivalent qu'on va avoir sur un tube cathodique CRT qui sort, mettons, en base. On a donc à droite une image qui est interprétée par le tube cathodique. On lui demande d'afficher une image en 240, lui il en affiche 480 ou 576, et il comble le reste avec des lignes entrelacées, c'est-à-dire que en gros il va faire un calcul rapide entre la ligne du haut et la ligne du bas, et puis il va afficher à peu près ce qui manque. Voilà. Et ça donne cet effet de scanlines que aujourd'hui évidemment on n'a plus, parce que ça c'était typique des tubes cathodiques uniquement. Un écran LCD il affiche ce qu'il faut à la résolution qu'il faut, soit il est capable, soit il n'est pas capable, mais il ne va pas faire ce travail-là, il va simplement, on va en parler après, faire de l'upscaling, c'est-à-dire tenter d'agrandir l'image, et on va avoir un autre effet là, plutôt un sentiment de perte de définition, plutôt que ce truc-là qui est vraiment typique des CRT. C'est tellement typique de l'époque que maintenant, il y a des gens qui font en sorte de reproduire ça sur une image qui est déjà propre pour avoir l'impression, allez, on va dire que ça se fait beaucoup en arcade, sur des écrans modernes ou tout simplement des CRT de bonne qualité. Il existe des générateurs de scanline, soit logiciels, soit vraiment matériels, qui vont aller rajouter cet effet de scanline sur l'image, simplement pour une volonté de pureté d'âme, certains diraient. Le standard actuel de nos chères télévisions HD, c'est donc du 1080 lignes en verticale, progressif. Et là, il en manque beaucoup. On est à 4,5 de plus que sur la console rétro. Alors forcément, il y a un travail inévitable à faire pour aller agrandir l'image, ne serait-ce que pour pouvoir l'afficher autrement que sous la forme d'un timbre-poste sur un téléviseur qui affiche du 1080. On va parler maintenant des formats, je vais passer directement à l'image parce que c'est quand même plus clair pour tout le monde. Donc, voici la famille câble vidéo, on va dire, du grand-père en haut à droite, donc le RF, les consoles les plus anciennes, Atari 2600, les premières Pong, certains modèles de ColecoVision par exemple. Là, on n'avait même pas une image analogique directement, mais la console sortait une image modulée. En RF, comme l'image transmise de la télévision en onde aérienne, et on collait ça directement sur l'entrée d'antenne de la télévision, à une époque où on n'avait pas forcément simplement d'entrée spécifique pour des signaux vidéo. On allait coller ça sur l'antenne, très souvent avec un petit module sur les consoles, la télévision faisait comme ça, un petit module qui permettait de ne pas avoir à tout redébrancher à chaque fois. Donc on pouvait directement switcher soit la console, soit son antenne classique de la maison. Après, on a eu un peu plus courant, voire même beaucoup plus courant, le format composite, le fameux câble RCA ou Cinch, jaune, toujours jaune. Moins courant le S-Vidéo, donc ici c'est marqué SCART, mais c'est bien évidemment la Péritel, la grande prise Péri-Télévision, SCART de la France pendant des années. Et puis, un peu plus récent, la ligne du dessous, le format composante, où on voit tout de suite les couleurs, rouge, vert et bleu, qui sont donc séparées, contrairement au composite qui nous lie tout ça ensemble. Et après, on tombe sur de la petit terminal, c'est la même chose, c'est juste une connectique plus informatique que vidéo grand public. Et après, on tombe sur des choses, un monde où la vidéo grand public et l'informatique ont commencé à se relier un petit peu. Donc VGA, DVI, surtout pour les ordinateurs, et HDMI, le standard de maintenant, qui sait faire passer bien d'autres choses que de la vidéo, de l'audio, de la connectivité réseau, de la commande, et toutes ces petites sortes de choses. En gros, les consoles rétro, c'est composite ou RGB. En gros. Évidemment, il y en a un qui est moins bien que l'autre. Je vous laisse deviner, peut-être qu'il y en a qui savent. Je schématise, mais en gros, le composite, c'est très bien. Et le RGB, c'est bien. Seulement, tout le monde ne sort pas du composite. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse. Composite, ça s'appelle CVBS, Color Video Blanking Sync. Pourquoi le composite, c'est pas bien? Et bien justement, parce que c'est tout ça. Et tout ça passe ensemble dans le même câble. C'est un ensemble en plus du signal vidéo. Donc,
vidéo et color. On va avoir blanking, c'est ce fameux signal de rafraîchissement, donc qui s'intercale entre chaque image affichée à l'écran. Et la synchro, c'est un peu compliqué, c'est une notion un peu compliquée que je ne vais pas forcément expliquer maintenant. Mais si le composite c'est pas très bien, c'est justement à cause de ça. C'est parce que l'ensemble du signal et de ses composantes, on va dire, passe dans un seul et unique câble avec une masse commune qui est celui-ci, le RCA, qui est malheureusement le câble le plus court, même si ce type de câble-là, le RCA, ne sort pas systématiquement du composite. Maintenant, parlons de celui qui est quand même un peu mieux, le RGB, donc pour Green Blue, parfois dit RVB aussi en bon français, pour rouge, vert, bleu. Le RGB, on va le trouver plus facilement dans la prise Péritel, toujours la prise Péritel. Et pourquoi on le trouve plus facilement là-dedans? On voit tout de suite, ici on n'a pas un seul câble, on n'a pas une seule ligne, on en a, je ne sais plus, 12, 17. Je suis en train de dire une bêtise, donc j'aurais rien dû dire. Mais bref, on va avoir tout un tas de signaux différents qui peuvent passer dans le même câble, mais qui sont indépendants, qui ont chacun leur masse, et qui ne vont pas se perturber entre eux. Pour être plus clair, à gauche, c'est du composite, à droite, c'est du RGB. Et même sur le vidéo proche, on voit quand même une différence de netteté assez évidente. Pour aller encore plus loin dans le truc évident, là on a au contraire à gauche du RGB, à droite du composite. Si on réfléchit bien, vous n'auriez pas imaginé utiliser un écran de télévision de l'époque, des années 80 ou 90, comme moniteur informatique. Tout simplement parce qu'il n'aurait pas été capable d'afficher du texte, parce que la plupart du temps, ces télévisions-là avaient principalement des entrées qui supportaient le composite. Donc là, on a l'évidence même que la séparation des pouvoirs, des signaux du côté du RGB est quand même va nous donner une image nettement plus nette. Sauf que pour avoir du RGB sur nos consoles rétro, c'est pas toujours gagné. Et c'est là où je vais pas forcément rentrer dans le détail, parce que chaque machine a sa petite sensibilité. Tout le monde ne sort pas le même type de signal. C'était en général un choix des constructeurs. Évidemment, sortir du RGB, c'était un peu plus de travail, parfois même des composants plus chers. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver sur Internet de très nombreux tutoriels pour aller directement modifier les consoles pour qu'elles sortent un signal RGB. Malheureusement, c'est vrai que si on veut avoir une image, ça reste indispensable. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Comment on va faire pour aller obtenir cette image upscalée, cette image en 720 1080, et pour aller la capturer? Alors, pour balayer le truc tout de suite, ce qui va vous donner la meilleure image et la meilleure capture possible, c'est un émulateur. C'est tout simple. Après, on a chacun sa petite sensibilité aussi sur les émulateurs et ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec. Mais la plus grande majorité des émulateurs sont directement capables d'aller enregistrer le signal de ce qui tourne. Et certains diraient pourquoi on va s'emmerder à faire ça avec une vraie console, tout simplement avec des périphériques qui coûtent cher, on va le voir après, avec du câblage, avec tout ça. Alors qu'au final, un émulateur nous sortirait une image excellente. Au final, c'est ce que font la plupart, beaucoup de gens qui font du streaming, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on trouve très facilement de quoi utiliser une vraie manette de à peu près n'importe quelle console sur un ordi avec un émulateur, que les émulateurs sont disponibles sur toutes les plateformes et que la plupart donc supportent directement cette notion de capture et d'enregistrement d'un fichier vidéo, voire même peuvent servir de source pour des logiciels de streaming derrière. Sauf que si on a envie, si on est un barbu, on va quand même aller jusqu'au bout du truc et on va essayer d'aller capturer la console d'origine pour diverses raisons. Ça, c'est vous qui voyez.
Qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, le marché du jeu vidéo étant ce qu'il est aujourd'hui, il y a tout un tas d'appareils tout en un, dont l'intérêt principal est qu'ils upscale directement en 720p ou en 1080p, avec une qualité plus ou moins discutable, mais c'est largement c'est souvent largement suffisant. Vous avez même des appareils qui servent de pass-through HDMI, c'est-à-dire qu'on rentre le signal de la console, on peut sortir directement une image upscalée sur un téléviseur récent en HDMI. Donc ça ne sert pas que pour la capture vidéo, ça peut servir aussi pour améliorer le format de son image pour jouer sur son téléviseur perso à la maison. Certains ont même du stockage intégré, vous pouvez, chez Oppo ils font ça, vous pouvez avoir sur de la carte SD, sur un disque dur, enregistrer directement votre capture. Il gère aussi la capture du son, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Et la plupart aussi ont un encodeur intégré, c'est-à-dire que la partie encodage de l'image, là on vient plus sur des notions informatiques, mais la partie encodage compression ne va pas être traitée par un ordinateur qui fait la capture, donc pas besoin d'avoir du CPU, de la RAM et consort pour pouvoir faire ça proprement. Sauf que ils ont évidemment leurs défauts. Le principal, c'est le prix. Là, on est sur des appareils qui, pour le moins cher, doivent être aux alentours des 100 ou 150 euros, et ça file très vite au fur et à mesure qu'on va rajouter de la fonctionnalité. Les formats d'entrée sont très souvent limités à du composite ou composante, sauf qu'il y a très peu de consoles qui sortent du composante directement, et le composite, on l'a vu, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir comme signal, parce que c'est pas forcément le plus propre. Les logiciels qui sont fournis avec sont propriétaires forcément, fermés, et donc limités aux fonctionnalités que le constructeur veut bien y mettre. Et ça c'est plus discutable, mais la qualité de l'image n'est pas forcément au rendez-vous, ça dépend totalement des modèles, et on a souvent un lag, c'est-à-dire une latence dans l'affichage qui est très souvent supportable pour le commun des mortels, et qui l'est beaucoup moins pour des gens qui vont être exigeants. Je pense aux joueurs de Versus Fighting par exemple, qui ont besoin d'un affichage qui soit vraiment zéro lag, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps entre l'input et son affichage. Un petit exemple d'un de ces boîtiers-là. Donc nous, c'est ce qu'on utilise pour les quelques émissions qu'on fait, où on essaie quand même d'aller utiliser directement les consoles plutôt que des émulateurs. Donc Elgato, Game Capture HD, et là on voit tout ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'entrée est en composante. En fait, on peut utiliser une de ces entrées, je crois que c'est le connecteur rouge pour aller y mettre du composite. On a la partie son qui vient avec, donc ça c'est assez convenable, et on peut rentrer soit de l'HDMI, soit avec le petit câble pieuvre qu'on voit à gauche, quasi n'importe quelle console rétro. Malheureusement, on va rentrer du composite, donc un signal pas nécessairement terrible. Ce qui est bien par contre, c'est que ça peut servir de pass-through directement, c'est-à-dire qu'on met son écran HDMI et puis on peut s'en servir comme ça. Il a besoin d'être alimenté par l'USB, soit on utilise un ordinateur pour aller faire de la capture ou du streaming directement, soit simplement on lui met une alimentation et on s'en sert comme upscaler évolué pour aller jouer à sa Super NES ou je ne sais quoi d'autre directement sur la télé 105 cm du salon ou ce genre de choses. Là vous avez la même chose chez Oppo, un des concurrents directs. Celui-là je crois pas qu'il ait de disque dur intégré ou autre chose comme ça, mais il y a aussi des modèles. Et ça c'est nettement plus simple, nettement moins cher, simplement une carte d'acquisition. Donc le signal composite ou S-Vidéo, le son, on fout ça. Ça c'est un exemple vraiment bateau qui est directement en USB, mais vous avez des modèles plus ou moins évolués qui seront vraiment des cartes PCI qui se mettent dans les ordinateurs, mais là aussi il va y avoir toute une gamme de prix. On va être sur à peu près la même chose. Ça va être beaucoup moins cher que des tout-en-un qui sont qui sont conçus, vendus dans des gammes spécifiques pour le jeu vidéo. Ça va être cependant beaucoup plus limité en termes de fonctionnalité. Donc, pour améliorer le signal, je vous disais tout à l'heure,
La plupart du temps, il faudra travailler directement sur la console, s'assurer qu'elle sort bien un signal RGB, et si elle ne le fait pas, faire en sorte qu'elle le fasse. Dans la plupart des cas, on peut toujours les y forcer, puisque très souvent les choses ont été ainsi prévues par le constructeur, mais pas forcément implémentées jusqu'au bout. Le cas le plus typique, c'est la Nintendo 64, sur laquelle Nintendo avait prévu un signal RGB qui était de très bonne qualité et a retiré la chose au dernier moment. Ça se traduit par une grosse partie une grosse partie des 64 qu'on a eu en France qui sont très facilement modables. Il suffit d'aller rajouter des composants, des petits composants CMS, des résistances, tout ça, qui ont été enlevés au dernier moment par Nintendo pour baisser la qualité du signal, mais la puce qui sort du RGB est déjà là et la console est prête à le faire. Donc pour tout ce travail-là, il y a retrorgb.com qui est vraiment la grosse référence sur tout ce travail de mode, toute cette partie. Déjà il y a une grosse base de données sur ce que les consoles sortent comme signal en fonction de leur modèle, de leur zone, etc. Puisqu'évidemment on tombe dans des méandres pas possibles. Et clairement, si on veut afficher, pas forcément dans un but de capture, puisque modder sa console pour qu'elle sorte du RGB, ceux qui l'ont fait sur une 64 savent que c'est une très bonne chose dans l'absolu. On a vraiment un gain en termes de qualité d'image. Je continue à parler de la 64 parce que elle souffre quand même toujours de ce flou qu'elle se trimballe depuis des années, ce côté un peu baveux qui est vraiment très critique sur des téléviseurs modernes. Et la passer en RGB, c'est le jour et la nuit, clairement. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, évidemment, plutôt que de rentrer dans le détail, allez sur ce genre de communauté. Là, on est sur un site anglophone, parce qu'évidemment, dès que ça tombe un petit peu dans le technique, malheureusement, faut pas trop compter sur des ressources francophones qui sont un peu plus rares et un peu plus limitées. Mais ici, vous avez une grosse base de données, une grosse communauté qui traite vraiment de tout un tas de machines et de tout un tas de cas différents, y compris sur des consoles qui peuvent venir un petit peu de partout dans le monde. Dès qu'on parle de signal, surtout, il faut éviter de multiplier les appareils. Donc pas de switch, de multiplex Péritel de ce type-là, pas d'appareil qui soit inutile dans le milieu. Pourquoi ? Parce qu'on va évidemment y perdre en qualité. Quand on parle de signal analogique, dès qu'on fait une connectique quelque part, on y perd forcément, même si il y a tout un tas de commerçants qui veulent vous vendre des câbles avec des connecteurs dorés et ce genre de choses. C'est très bien, mais à partir du moment où il y a un raccord dans le domaine de l'analogique, du traitement du signal, on y perd toujours un petit peu. Pour ce qui est d'améliorer le signal d'une console qu'on n'aurait pas précédemment modée ou d'une console qui sortirait du composite. On le voit pas dans ce sens-là, mais de l'autre côté, donc c'est un SCART Wave, c'est l'abréviation du mode composante, donc on a vraiment la vidéo qui sort sur 3 câbles. C'est pas du RGB, même si ça en a l'air, mais en tout cas ça s'en rapproche. Et de l'autre côté, vous avez une entrée Péritel. Ça, c'est un boîtier hyper courant qui permet, sans modder sa console, d'aller rentrer une console qui a une sortie Péritel sur les appareils tout en un ou les cartes de capture qu'on a vues avant, plutôt que d'aller utiliser un convertisseur passif. Donc ça, c'est actif, parce que vous avez une alimentation à côté. Et ça va permettre comme la majorité des consoles sont en Péritel, j'enlève évidemment tout ce qui est console RF, les Atari, etc. Parce que là on tombe sur des trucs beaucoup plus compliqués et qui nécessitent des appareils difficiles à trouver aujourd'hui, puisque en France, depuis qu'on est passé à la TNT, l'ancienne connectique antenne analogique a été complètement abandonnée. Vous ne l'avez plus sur vos téléviseurs aujourd'hui, ils n'ont même plus le droit de la mettre. D'ailleurs, ça va être la même chose pour la Péritel, si ce n'est déjà fait, mais il est passé une loi l'année dernière, je crois, qui prévoyait divers petits points, dont l'arrêt de l'obligation de la prise Péritel sur les télévisions en France. Donc bientôt, il n'y en aura plus. On va forcément avoir besoin de ce genre d'appareil pour passer les consoles rétro, ne serait-ce que parce qu'il n'y aura plus les entrées Péritel. Et je ne sais même plus où j'en étais.
ici. Donc ça, oui, voilà, ça c'est le complément idéal pour la majorité des consoles qui sont en Péritel pour aller simplement utiliser une carte de capture ou un boîtier de capture tout en un de manière propre et en n'ayant pas simplement un signal composite dégueulasse qui aurait été transformé par un appareil passif. Voilà. Il a un modèle précis, cet appareil-là, mais il en existe quand même des dizaines, parce que c'est quelque chose de très courant en vidéo, donc forcément ça a été maintes fois copié. Donc je vous le disais, toujours jamais d'appareil passif, pardon. Si vous avez besoin de convertir un signal, notamment le signal Péritel, n'utilisez jamais d'appareil passif. On va forcément avoir en sortie un signal qui est dégueulasse, ça c'est certain. Toute conversion de signal doit se faire par un circuit intégré à un moment donné, qui va effectuer un traitement réel. Et ces circuits intégrés ont besoin d'énergie, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Cette énergie-là n'est pas fournie. La prise Péritel, l'ensemble du câblage, que ce soit composite, Péritel, etc., ne fournissent pas de signal, de tension, pardon, qui pourrait alimenter ces appareils-là et suffire à faire une conversion propre. Et après, pour les plus fortunés d'entre vous, là on tombe carrément dans l'appareil voilà, costaud. Ça c'est le XRGB3, puis son petit frère, le XRGB Mini Framemaster. Ça ce sont des appareils qui sont vraiment destinés, je reviens sur le XRGB3 parce que c'est quand même une belle bête, on dirait une set-top box, là, un vieux magnéto. Ce sont des appareils qui sont conçus pour le jeu et qui sont destinés à rentrer des signaux dans n'importe quel format, dans n'importe quel type de câblage et inversement à les sortir vers n'importe quel format, vers n'importe quel type de câblage. Le Framemaster, alors celui-là c'est pas d'HDMI parce qu'il est un petit peu plus ancien, mais le Framemaster ici, il va vous permettre de rentrer du composite et de sortir directement du HDMI avec une qualité qui est impressionnante pour la taille de l'appareil et pour ce qu'on lui rend du composite, mais qui est aussi relative au prix de l'appareil, dont je ne parlerai pas ici parce que, voilà, à un moment donné, il faut rester dans une certaine notion de la décence. Et donc, résumons rapidement, on va dire du point plancher au point plafond. La capture vidéo, en gros, c'est quelque chose qui coûte de rien du tout si on le fait depuis un émulateur. Je rappelle, les émulateurs sont gratuits. Les ROM, on n'en parle pas, ça, vous savez tout ce qu'il en est. Et l'écrasante majorité des émulateurs sont capables d'aller enregistrer de la vidéo. Et le point plafond vraiment de la capture, c'est un appareil autonome tout en un qui serait capable d'aller saisir l'enregistrement directement ou via un ordinateur et un périphérique type XRGB pour toute la partie upscaling, conversion, traitement du signal. Et là, on est sur les tarots, vraiment, voilà, j'ose même pas vous en parler parce que en plus je donne pas de prix là-dessus parce que ce sont des appareils dont les prix sont extrêmement fluctuants. Le XRGB notamment, c'est pas un truc qui se trouve à la Fnac du coin non plus. C'est des choses qui sont distribuées uniquement sur internet, pas forcément en Europe, qu'il faut aller acheter à l'étranger, donc ça fait tout de suite monter la facture bien comme il faut. Mais pour avoir vu tourner le XRGB, le modèle que vous avez là, c'est quand même voilà, pour des vidéophiles, je sais pas si ça se dit, on dit audiophile, mais pour des gens qui seraient vraiment extrêmement exigeants au niveau de l'image, que ce soit pour de la capture ou pour afficher de la Super NES sur la console de la maison, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, vraiment excellent et ça fonctionne aussi, ça apporte vraiment quelque chose aussi sur des machines qui ont déjà un excellent signal. Je pense à la Neo Geo par exemple, qui est quand même connue pour faire partie des mieux dotés en termes de signal vidéo. Même là-dessus, vous avez quelque chose d'impressionnant. Le XRGB, on s'en est servi, pas nous directement, mais via un partenaire sur une manifestation à Avignon. On s'en est servi pour sortir des images de console sur des projecteurs numériques de cinéma. Donc forcément avec une dimension d'image où le moindre défaut prend une ampleur pas possible. Et il se trouve qu'on a réussi à afficher
je sais plus ce que c'était, probablement de la Xbox 360, probablement des choses plus anciennes aussi, avec une qualité tout à fait notable sur des écrans de cinéma. Donc c'est pour vous dire là, toutes les possibilités, toute la puissance de l'appareil. Et on va finir donc sur la partie diffusion. Donc qu'est-ce qu'on appelle diffusion ou streaming? Pour rester dans les mots à la mode, c'est donc envoyer son jeu et sa tronche et que sais-je d'autre encore sur Twitch, Ustream, YouTube et consorts. Donc pas sur Twitch, parce qu'après sur Twitch il y a la police qui tape à la porte. En gros, la diffusion, qu'est-ce que c'est? C'est capturer le jeu, c'est y ajouter ses commentaires audio, ses commentaires en texte, c'est y ajouter je ne sais quoi d'autre, une entrée de webcam, etc. Et en gros, pour tout ça, il va falloir composer une image. On dit souvent une scène dans ce domaine-là, qui va être donc composé d'un ensemble de sources. La plupart du temps, ça se fait avec un petit background, avec je ne sais quoi, un timer dans un coin, voilà. On peut s'accessoiriser et créer sa petite diffusion comme on veut, ça c'est vous qui savez. Alors, comment on peut le faire? On peut le faire avec le logiciel de son boîtier tout en un, chez Elgato, chez Oppo ou chez leurs concurrents. L'avantage, c'est qu'on n'achète rien, du moins on n'achète rien en plus, puisque tout ça c'est fourni avec le boîtier. L'inconvénient ou l'avantage, ce sont les fonctionnalités. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des logiciels propriétaires qui sont donc fournis par le constructeur du boîtier et qui sont fournis avec des fonctionnalités existantes à l'instant T. Peut-être que le constructeur va en faire le suivi, peut-être pas, on n'en sait rien. Peut-être que votre plateforme de diffusion préférée n'y sera, peut-être qu'elle n'y sera pas, donc ça peut être une bonne solution parce qu'elle n'ajoute rien en termes de prix, mais c'est pas forcément, vous n'y trouverez pas forcément votre compte. Ici on a le logiciel du Elgato qu'on utilise, c'est pas très parlant, mais en gros vous voyez en bas à droite les possibilités qu'on a d'envoyer les captures directement, et là en l'occurrence c'est un logiciel qui est aussi capable de faire de la transmission, du streaming directement sur à peu près toutes les plateformes connues, du moins à la mode en ce moment. L'inconvénient de ce logiciel-là, par exemple, c'est qu'on va streamer uniquement l'image. Si vous voulez ajouter votre petite source perso, si vous voulez, voilà, tout ça, ça passera pas. L'autre grand truc à la mode, c'est un logiciel qui s'appelle XSplit, qui est très très bon en termes de fonctionnalité, qui est pluginable, qui permet de créer donc, diverses scènes, diverses compositions de votre image sur lesquelles vous pouvez zapper dynamiquement. C'est un logiciel qui est souvent utilisé par des personnes toutes seules devant leur ordi ou devant leur console. Il suffit de se mettre des petits raccourcis clavier, on garde une image dans un coin pour voir un petit peu ce qui se passe, et on peut faire quelque chose d'assez dynamique. Le gros inconvénient, c'est son prix et surtout son modèle économique. Le prix en lui-même est assez élevé, d'autant que vous avez des versions différentes qui ajoutent en termes de fonctionnalités, notamment si on voulait faire via XSplit faire de la diffusion pour ici projeter sur un vidéoprojecteur, il faudrait la version la plus chère. Et le modèle économique, c'est tout simplement que c'est un logiciel par abonnement, donc il faut repayer tous les ans, tous les 2 ans, etc. quand vous avez fini votre abonnement. Par contre, j'avoue qu'en termes de fonctionnalité et de confort, il est vraiment bien foutu. Et la solution, l'outsider, c'est un logiciel open source qui s'appelle Open Broadcaster Software, qui, open source oblige, est plutôt en cours de développement, en cours de maturation, on va dire, mais qui est quand même déjà suffisamment avancé pour pouvoir s'en servir. Son avantage, donc, il est open source, c'est-à-dire que on va dire son suivi est assuré, tant qu'il y aura une communauté derrière, le logiciel continuera à vivre. Il est pluginable, ça va avec le côté open source. Si vous avez une fonctionnalité qui vous manque, vous pouvez la coder vous-même, il y aura peut-être quelqu'un qui en aura besoin et qui l'aura déjà codé à votre place. Il est gratuit, évidemment, open source oblige. Et c'est vraiment, à mon sens, une excellente alternative à XSplit, parce que c'est très inspiré, hein. Un petit peu, on retrouve le même principe de scène, le même principe de composition à base de sources en WYSIWYG, c'est-à-dire à la souris, je veux mettre le jeu ici, je veux mettre ma webcam là, je veux mettre du texte, là je veux mettre un fond, etc. Donc c'est très facile à utiliser. Et l'avantage, c'est que celui-là, il est gratuit, et il est, à mon sens, un peu plus pérenne que des solutions commerciales comme XSplit.
notamment des solutions qui vous demandent de repayer tous les ans un petit tour enfin sur le test et le réglage de l'image. Alors ça vaut quels que soient les cas, qu'on veuille utiliser une console sur un LCD récent, sur un vieux CRT, quelle que soit sa taille. J'en parle parce que c'est pas forcément très connu. Il y a ce petit software qui s'appelle 240p Test Pattern, qui existe sur beaucoup de consoles. Mega Drive, Dreamcast, PC Engine, etc. Alors c'est plus facilement utilisable sur une Dreamcast parce que on peut se graver son CD soi-même, alors que sur une Mega Drive par exemple il faut avoir un linker ou il faut modder une cartouche pour passer cette ROM là dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui tourne directement sur la console, c'est pas un truc qu'on fait tourner sur un PC ou autre chose. Et ça va permettre de faire tout un tas de tests, notamment au niveau de la vidéo, de l'audio, y compris sur des notions un peu poussées, type le lag, type les effets de blur sur des images avec des patterns d'images qui bougent, tout en horizontal, tout en vertical, etc. Vous avez tout un tas de mires, de couleurs, de nuances de couleurs, etc. Et ça, c'est des choses qui vous permettent d'aller régler l'image d'une source directement depuis la machine qui va sortir l'image. Donc c'est plutôt intéressant. Ça vaut le coup de garder une Dreamcast dans un coin qui fonctionne, de se graver un petit CD, et si vous cherchez absolument le téléviseur de vos rêves et que vous le gardez dans un coin et que vous comptez l'utiliser pour à peu près toutes vos consoles, voilà, ça peut être vraiment une bonne chose pour aller régler les images. Ça c'est vraiment pour les gens très exigeants. Je trouve que ça valait la peine d'en parler quand même. Voilà, je suis arrivé au bout. J'ai pas le sentiment d'avoir été exhaustif, donc il y aura peut-être probablement des questions sur des points de détail. Y a-t-il des questions ? Alors pour les questions, je sais pas si on va avoir le temps. Oui, parce qu'il faudrait qu'on enchaîner. Une question peut-être ? Dans l'assistance, non ? Non. Ok. Donc merci beaucoup Seb. Mais merci à toi. Très intéressant. Et je pense que tu es sur le stand de Sud Rétro là-bas. Donc s'il y a des questions qui viendraient après ou quoi, des points de détail, je pense que tu seras disponible. Tout à fait. Voilà. Merci.